Bienvenue sur l'émission La plus belle ferme de France. Cette année pour le Co-Farming Tour, nous allons vous proposer d'aller à la rencontre des plus belles fermes de France. Vous allez pouvoir découvrir ces fermes choisies parmi les candidats. Nous allons nous concentrer sur 4 régions, Occitanie, Hauts-de-France, Grand Est et Bretagne. Et c'est vous qui élirez pour chaque région un vainqueur. En fin d'année, avec un jury de communicants, vous allez pouvoir choisir qui sera la plus belle ferme de France. Alors si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous pour participer ou voter. Et sans plus attendre, découvrons cette nouvelle ferme. Donc Jean Aran, 30 ans, agriculteur à Sauville-et-Montgival dans la Somme. Donc sur 400 hectares de terres assez hétérogènes qui vont du coup des crânettes, en passant par le limon et surtout des sols comme ici, argile à silex. On essaie de diversifier au maximum le système avec une quinzaine de cultures, majoritairement en semi-direct et sous couvert. Et cette année, on s'est lancé dans l'agroforesterie à grande échelle avec la plantation de près de 13 000 arbres sur la structure. Alors Jean, ici, on est dans le corps de ferme historique. C'est pas très vieux, si, ça a quand même un siècle presque ces constructions-là, non? Ça a un siècle pour ce qu'on voit là et ça a davantage d'années d'histoire puisque forcément ici tout a redémarré après la Première Guerre en fait. Mes ancêtres, enfin mes arrière-grands-parents ont quitté la ferme en 1917 pendant les batailles de la Somme. Il faut s'imaginer que le village... C'était un désastre ici. Ouais, le village de Sauvillers est resté une maison. Donc en fait tout a été reconstruit, ça a pris un certain temps puisqu'ils sont revenus en 1926. Donc première année culturelle, donc quasiment 10 ans sans exploiter, ce qui est... Et pourquoi ils n'ont pas exploité pendant cette période-là? C'était truffé de bombes, d'obus, etc. Donc il y a beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de paysans ici tout autour qui ont quitté leur ferme tout simplement. Qui ont abandonné quoi. Ouais, pour aller s'installer ailleurs. Donc c'était le cas de mes arrière-grands-parents qui sont partis en Normandie, dans l'Eure. Oui. Où ils auraient pu reprendre une très belle ferme et au final les tripes ont parlé, ils sont revenus ici après l'exode et ils ont décidé de tout reconstruire. Donc c'est vrai que les bâtiments qu'on voit là, c'est les bâtiments qui ont été reconstruits après tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a 400 hectares quasiment en un seul tenant autour, parce qu'il n'y a personne qui voulait l'exploiter à ce moment-là. Ça fait partie de l'histoire, effectivement. Il y avait beaucoup de parcelles minées d'obus avec des trous de bombes, etc. Et en fait, quand tu regardes aujourd'hui autour de toi, il y a beaucoup de parcelles qui sont à plat. Et ces parcelles, elles ont été remblayées. Il y a eu un travail titanesque sur cette activité-là, j'imagine. Je ne peux pas en témoigner, mais c'est toujours ce qu'on m'a dit. Et c'est comme ça que j'ai grandi avec le récit de l'après-guerre. Et c'est vrai qu'on le voit encore aujourd'hui dans l'hétérogénéité des terres de la ferme. Et dans le parcellaire, c'est relativement marquant et ça fait partie de l'histoire, effectivement. Bon, on va aller voir les cultures un petit peu après. Mais dans l'histoire, toi, tu continues, tu prolonges et tu diversifies un petit peu l'activité de l'exploitation. Là, tu as mis du panneau photovoltaïque, et essentiellement un bâtiment que tu valorises quelque part avec le photovoltaïque. C'est important aussi pour toi d'avoir cette démarche, j'allais dire, de prendre l'énergie là où elle est et puis de pouvoir le fournir. Exactement. Et de pouvoir diversifier l'exploitation aussi en même temps, quoi. Tout à fait. Donc l'idée c'était vraiment d'amener davantage d'autonomie au niveau du stockage. On reparlera après des diversifications de cultures et de ce qu'on récolte et de ce qu'on met ici. Mais donc effectivement de pouvoir stocker l'intégralité de ma récolte de blé tout en produisant effectivement des énergies renouvelables, là en l'occurrence le solaire. Et à terme, pouvoir être autonome effectivement dans la production d'énergie et dans sa consommation. Ça fait partie effectivement sans doute des nouveaux enjeux du métier. D'accord. Et ici, réfection, j'allais dire programmée, des autres bâtiments pour pouvoir stocker combien de cultures demain? Une quinzaine. Une quinzaine de cultures. Bon, on va continuer, on va aller se promener un petit peu puis aller voir quelques-unes de ces nouvelles cultures que tu nous proposes. Ça marche. Bon allez Jean, là on vient de faire un petit tour juste au niveau de la culture du seigle. Alors on voit pas trop souvent des cultures qui arrivent à cette taille-là. Tu as de la févrole, tu as une quinzaine de cultures différentes. Tu as même du trèfle là ici en dessous qui va repartir. Pourquoi tu as voulu gérer ton exploitation avec autant de diversité? Ça vient en partie de l'hétérogénéité des sols. Ici on a tout type de sol. On a majoritairement des argiles assez lourdes, à silex, qui sont compliquées à travailler, potentiel de rendement qui vont être assez faibles, des limons un peu meilleurs, des blancs, des crânettes. Donc il y a vraiment un assolement qui se répartit de façon agronomique en fonction des types de sols et aussi de l'enjeu qui est de pouvoir maintenir un travail du sol qui est assez réduit. Et pour pouvoir être en démarche d'agriculture dite de conservation, on a besoin d'une couverture du sol maximale,
d'une diversité d'espèces dans la rotation et aussi dans les couverts, et effectivement pour pouvoir arriver à une des finalités qui est de réduire, voire supprimer le travail du sol. Donc il y a bien un enjeu de dire on allie l'agronomie, plutôt l'agronomie est un allié pour venir réduire son travail du sol et produire plus durablement. Donc là on a encore un trèfle qui était le support de base du sol pendant 2 ans, un trèfle violet, on est venu implanter le seigle directement dedans, et le trèfle, une fois le seigle coupé, va repartir et va nous refaire un couvert pour la culture suivante. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est de voir que on pourrait se dire, tiens, le gars, il a 400 hectares d'un seul tournant, il va simplifier l'affaire au maximum, il va donner les clés à un entrepreneur, et puis hop, vas-y, blé, je sais pas, betterave et colza, enfin, ou escourgeon, et sans trop se casser la tête. Toi, tu as choisi en plus de travailler avec des collègues, vous êtes à 3, c'est ça? Ouais, pour pouvoir mutualiser vos moyens techniques, et certainement les moyens humains aussi, que ce soit du matériel, de la connaissance, et puis du travail? C'est ça. Donc en gros, effectivement, 15 cultures, c'est entre guillemets autant d'emmerdes parce que ça demande beaucoup de suivi à l'agriculteur. Donc aujourd'hui, il y a le temps à passer au bureau qui fait partie malheureusement aujourd'hui du métier. Mais il y a un temps technique aussi pour le suivi de ces 15 cultures et ça demande une montée en compétence de l'agriculteur, mais aussi des moyens de production qui sont de plus en plus diversifiés au niveau du matériel, au niveau de l'organisation du travail aussi, parce que quand tu as 15 cultures, c'est autant de plages de semis, de protection, de récoltes qui vont être différentes. D'où l'intérêt de s'allier à plusieurs pour mettre mettre en commun justement ces moyens techniques, humains et de force de travail, quoi. Donc là, effectivement, on s'organise avec 2 voisins en plus pour les récoltes, pour les semis, pour pouvoir mutualiser tout ça et être capable de gérer les 400 hectares et les 15 cultures qu'on a citées pour effectivement être plus performants, plus efficaces les uns et les autres sur nos exploitations et moi pour me dégager du temps pour le suivi technique. D'accord. Et c'est permis tout simplement parce que tu as réussi à trouver aussi des marchés un petit peu de niche sur lesquels tu peux faire de la semence, de la production. Ça, le seigle, il part en semence, c'est ça? Ouais, c'est ça. Semence, méthanisation, voilà. Donc il y a effectivement, via les diversités aussi, la méthanisation, de nouveaux besoins autour des protéagineux, des marchés qui s'ouvrent justement sur la multiplication de semences. C'était l'une des activités un peu historiques de mon père notamment et de mon grand-père, qui avait une activité de grainerie. Donc on a conservé, entre guillemets, et valorisé l'espace de stockage pour pouvoir justement avoir ces 15 cultures sur l'exploitation, les stocker, aller chercher des niveaux de rémunération qui sont supérieurs et des cultures, entre guillemets, un peu plus originales et qui me permettent moi d'assoler différemment. Il y a 10 cultures sur les 15 qui sont des cultures de multiplication de semences aujourd'hui. D'où la diversité et le fonctionnement. Et la résilience effectivement par rapport, et ça c'est majeur et c'est ce que je recherche, résilience climatique, des cultures de printemps, des cultures d'automne, effectivement des plantes fixatrices d'azote, des céréales, différentes familles de façon à vraiment avoir un panel agronomique et culturel qui soit complet et résilient. Voilà. Alors nous voici arrivés dans l'atelier qui nous a plu aussi et je pense qui est un peu emblématique au niveau de l'exploitation, qui permet de dire que c'est peut-être la plus belle ferme de France. Tout simplement, c'est la partie agroforesterie. Combien d'arbres implantés ici cette année? Alors un tout petit peu moins de 13 000. Ça fait quand même. Ouais, ça fait un petit peu. Donc là, on est sur une parcelle et une zone là, de quasiment 40 hectares d'un seul tenant qu'on est revenu, je vais t'expliquer après, remorceler justement en bande. En bande, voilà. Travail en bande. Tout à fait. Et pourquoi déjà? Pourquoi c'était une des motivations effectivement à l'installation. C'est mon deuxième métier, la forêt. On a des bois qui sont attenants à l'exploitation et depuis tout petit, pour moi c'était la terre et les bois. Donc ça a toujours été un fil assez logique. Et puis en m'installant, en commençant à partir dans des démarches de régénération des sols, de maintien de la biodiversité, je me suis rendu compte que c'était une boucle pas très bien bouclée si on n'intégrait pas l'arbre. En définitive, parce que on travaille sur la couverture du sol, effectivement sur la diversité des cultures, on en a parlé tout à l'heure. Mais en définitive, dans ce qu'on fait en agriculture de régénération, de conservation, on s'inspire beaucoup de la forêt et de l'arbre. Et c'est surtout un élément support de la biodiversité. Depuis tout à l'heure, on est en train de jongler entre les abeilles et les bourdons, donc c'est un peu ça l'objectif.
On voit que c'est bien couvert. Il y a aussi une bande quelque part qui laisse de la place pour les arbres et qui fait énormément de biodiversité dans ce secteur-là. Ouais, d'ores et déjà, le gibier, les auxiliaires, des coccinelles, des abeilles, enfin voilà, tout un ensemble d'insectes et de petites faunes qui sont importantes aujourd'hui à préserver sur une exploitation et qui ont leur utilité parce qu'en définitive, voilà, on a des retraits de, on va pas se voiler la face, des retraits de matières actives sur des insecticides, sur d'autres choses. Et en définitive, il faut essayer d'aller trouver d'autres solutions. C'est un peu ce que j'essaie de travailler sur comment on réduit les intrants en travaillant pas intelligemment, mais différemment. Voilà. Intelligemment, ça serait présomptueux, c'est différemment. Et l'idée, c'est vraiment de dire, s'il y a des ravageurs, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez d'auxiliaires. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas assez d'auxiliaires? C'est peut-être qu'il n'y a pas assez de support, entre guillemets, pour leur permettre d'être au sein des parcelles. Donc l'arbre, effectivement, le couvert non traité, avec de la diversité, des flancs qui vont fleurir tout au long de l'année, ou du moins une bonne partie de l'année, avec un maximum d'essence d'arbres implantés, ça va forcément favoriser une biodiversité favorable, on l'espère, à la culture. Tiens, on va avancer un petit peu. Il y a combien d'essences d'arbres ici de choix? Parce qu'on voit chaque pied est différent, non? Il y en a beaucoup. Ouais. Ça c'est quoi? Tu les connais tous? Il y a un saule, il y a un cormier. D'accord. Ah ouais, donc ça va, tu connais quelques... ça va quand même. Là, on a un petit érable. Oui, alors il y en a que je découvre. Il y en a que j'ai vu en photo, pour être très sincère. L'idée, c'est qu'il y a quasiment sur l'ensemble de la ferme 40 essences qui ont été plantées. Donc c'est quand même important. Donc oui, il y a des essences d'arbustes que je connais pas trop parce qu'on a été... Alors les arbres, je les connais tous. Il y a à peu près 2/3 d'arbustes dans le projet. Les arbustes, ils ont pour vocation à buissonner assez rapidement et à faire vraiment le support des insectes, de la petite faune, amener un effet brise-vent. Après, on a des essences en CP, donc on va venir retailler en allant. Donc il y a des érables, des charmes, des noisetiers, donc que tout le monde connaît un petit peu. Pareil, à croissance rapide, mais qui vont permettre aux arbres, donc on voit en grande protection là, les essences dites de OG, du chêne, de l'alisier, du noyer, du châtaignier, de pousser droit et d'être gainé, entre guillemets. Et après, pour la biodiversité, encore une fois, et à terme, pour pouvoir diversifier les produits d'exploitation, il y a 600 fruitiers, donc il y en a à peu près un tous les 25 mètres de fruitiers qui sont mis sur les lignes. Ça va être récolté? Sans doute. Ah d'accord. Ça fait partie aussi du projet. Je ne peux pas te faire goûter une confiture ni un petit verre digestif. Non, ça va être compliqué, mais... Ça fait partie sans doute des projets à terme. Et pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas l'agroforesterie, voilà, on travaille en bande, on laisse la place pour pouvoir travailler correctement. Tu as combien là de largeur? Alors en fait, il y a 36 mètres de parties cultivées sur l'intégralité. D'accord. Et largeur d'un pulvé, si je me trompe. Et multiple, du coup, pour ne pas parler que du pulvé, et multiple des largeurs de la batteuse, du soir. Tout à fait. La batteuse, l'entrepreneur qui vient battre, c'est une coupe de 9 mètres. Alors j'ai cru comprendre quand je lui ai dit au téléphone que malheureusement il en avait acheté une de 10 mètres. Donc je lui ai dit c'est bien, ça va tomber pile poil avec la batteuse. Il me dit non, cette année j'ai changé, ça fait 10 ans qu'il est en 9 mètres. Bon, je me suis juste gouré de ça, mais à la limite si c'est qu'un mètre, ça va aller. Mais donc effectivement, en fait, beaucoup voient l'arbre comme une contrainte. Quand on récupère une parcelle et qu'il y a des arbres un petit peu en quinconce, ça peut être un peu pénalisant aux yeux de l'agriculteur et des générations précédentes. Et nous ici, en fait, on est vraiment venu réfléchir à une logique, penser autour du travail et des outils, ce qui fait que l'arbre n'est pas forcément une contrainte, mais au contraire un atout. Et après, oui, forcément, ça fait évoluer le paysage. On fait très très attention, forcément, quand on traite, c'est le premier enjeu. Et il y a aussi cette zone qui est laissée pour la biodiversité, mais aussi pour protéger les arbres les premières années, parce que forcément, un petit arbre, ça peut être fragile. On va dire un petit mot pour expliquer aussi avec qui tu as travaillé pour faire ça, parce que tu as été accompagné, parce que ça a un coût énorme cette implantation-là d'arbres, d'arbustes. Voilà. Donc, que ce soit financièrement mais techniquement aussi, comment ça se passe? Alors, il y a différents partenaires qui m'ont entouré. C'est un projet qui a été amorcé il y a 2 ans. Donc, il y a eu des aides publiques liées à la région Hauts-de-France, via le plan de relance en fait. Ça, on voit beaucoup de plantations de haies qui sont liées au plan de relance. Mais en définitive, pour porter des projets à ampleur beaucoup plus importante, sur des projets de 12 000 arbres comme ça, il y a une enveloppe à rajouter pour l'agriculteur. Et là, j'ai été aidé par un de mes partenaires privilégiés qui est Earthworm, en fait, avec lesquels on travaille. Comment tu dis Earthworm? Earthworm. Tu sais ce que c'est, Earthworm? C'est le ver de terre. D'accord. Voilà, en anglais. Et du coup, en fait, on fait partie en tant qu'agriculteur du programme Sol Vivant, donc qui vise la régénération des sols. Et là, en fait, on a passé un cap supérieur en ayant à peu près la réflexion commune que l'arbre vient vraiment s'inscrire au niveau du système agricole au global, en
termes agroécologiques en tout cas, de régénération des sols, de captation du carbone et de baisse de l'empreinte carbone. Alors eux, ils arrivent à quelque part regrouper aussi des partenaires pour eux, qui sont généralement de l'agro-industrie, oui. Et donc, pour qui vous pouvez travailler. Toi, tu livres par exemple? Pour Nestlé Purina notamment, l'usine de Marconel. Donc en fait, voilà, une bonne partie de mon blé ici sur l'exploitation est livré là-bas. Donc c'est un partenaire privilégié et ça donne du sens aussi, que ce soit pour moi ou pour les industriels, les financeurs. En définitive, faire baisser l'empreinte carbone et faire progresser justement nos pratiques agricoles vers plus de biodiversité, on va dire la régénération des changements de pratiques impactants, voilà, tout le monde est content, que ce soit l'industriel, que ce soit moi, et ça me permet aujourd'hui de réaliser ce beau projet parce que financièrement effectivement aller voir le banquier pour acheter un tracteur aujourd'hui c'est pas un souci, pour planter 12 000 arbres et sortir effectivement c'est à peu près le prix d'un outil agricole, hein, je parle pas à la virgule près, mais effectivement aujourd'hui c'est un vrai investissement qui n'a pas forcément de rentabilité, voilà, c'est ça. Et bien sûr que si, en définitive, ça dépend où on place le curseur. Et moi, c'est une vraie rentabilité qualitative dans mes pratiques et sur mon exploitation en fait. Ok, si certains agris ou personnes qui connaissent les agriculteurs veulent se renseigner, on va mettre les liens en dessous. Parce que je pense que c'est une démarche qu'il faut pousser. Voilà. Et il y a d'autres partenaires que ceux que tu as cités, voilà. Il y en a plein. Et donc, j'allais dire, tout secteur, quasiment Hauts-de-France en tout cas, peut être concerné, voire nord de Paris, nord de la Loire même quasiment, d'après ce que j'ai compris. Je pense que c'est de ne pas le faire effectivement seul parce que c'est lourd, c'est technique, j'avais un petit peu de connaissances, mais par contre effectivement quand on veut sauter le pas, que ce soit pour 100 mètres de haies ou 100 hectares d'agroforesterie, il y a quand même des rudiments à avoir et de l'accompagnement qui peut être nécessaire, même au niveau administratif, c'est lourd, c'est long, voilà, c'est un vrai projet. Il faut effectivement trouver les bons interlocuteurs, les bons partenaires pour les mener à bien. Et surtout après, ce qui va être majeur, on a planté maintenant, c'est la partie entretien. Et là, il y a du boulot. Voilà, là je suis avec Gontran pour la Minute Pro. Alors Gontran, tu es assureur et tu t'occupes des dossiers de gens, c'est ça? Exactement, exactement. Alors, il y a un enjeu d'installation aussi parce que il est arrivé dans l'exploitation il n'y a pas si longtemps que ça. Accompagner quelqu'un qui est justement en transition aussi puis en installation, c'est quelque chose d'important? Alors oui, c'est important. Alors c'est important de bien l'accompagner sur tous les risques agricoles de l'exploitation. Mais moi aussi, ce que je considère, c'est aussi de très bien l'accompagner sur l'assurance de l'agriculteur en lui-même. Que ce soit sur sa partie santé, mais aussi sur la partie prévoyance. Aujourd'hui, un agriculteur, s'il lui arrive quelque chose, il faut qu'il puisse subvenir à ses besoins et que l'exploitation puisse subvenir aussi si jamais soit il est en arrêt, soit il peut y avoir des décès. Exactement. Ça peut faire péricliter complètement une exploitation. Exactement. Moi, je suis partisan de bien couvrir et de bien accompagner les agriculteurs dans cette démarche d'avoir une bonne prévoyance en cas de décès, mais aussi en cas d'invalidité et d'incapacité. Et ça a été une vraie discussion que j'ai eue avec Jean lors de sa reprise. D'accord. Ça, c'est un travail de discussion, de comprendre les besoins. On ne fait pas la même chose pour tout le monde. Non, non, chaque agriculteur est différent. Un agriculteur peut avoir une vie de famille et beaucoup d'enfants, donc il faut subvenir aussi aux besoins des enfants en cas d'accident. Et puis d'autres agriculteurs ont des enjeux financiers et des prêts très importants. Demain, ils décèdent et il y a des conséquences fiscales et sociales qui sont très importantes et sur lesquelles il faut accompagner l'agriculteur. Adapté à la personne et adapté dans le temps aussi à l'évolution certainement de… tous les 2-3 ans, stades. Effectivement, il faut revoir ce type de garantie et ce type de contrat. C'est très important. Merci Gontran pour cette explication. Vous pouvez retrouver des informations là-dessus, tout simplement dans les rendez-vous agri qu'on a fait avec, entre autres, tes collègues, voilà, où il y a beaucoup d'infos. Je vous mets les liens ici en dessous dans la description. Merci et nous, on continue notre tour de la plus belle ferme de France. Alors pourquoi voter pour moi? Pourquoi pas? Si un cadre comme celui-ci vous parle, des fleurs, des arbres, de la biodiversité, écoutez, lâchez-vous, votez pour nous. Si comme moi vous avez trouvé cette vidéo très intéressante, que vous avez trouvé que la ferme de Jean, la SCE Haran mérite, voilà, tout simplement d'avoir des votes, allez-y, allez sur le site internet du Co-Farming, allez voter, vous pourrez en plus gagner des petits cadeaux, donc c'est plutôt sympa. Faites-la découvrir à d'autres, pourquoi pas, partagez, n'hésitez pas. Et puis allez découvrir aussi les autres, on vous met la playlist sur la page.
pour découvrir les autres fermes de cette plus belle ferme de France, voilà, de ce concours qui est ici en ce moment en Hauts-de-France, après l'Occitanie et avant la Bretagne et le Grand Est. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve très bientôt un autre dimanche pour voir d'autres fermes sur la chaîne Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, ciao!